Bonsoir à tous, voici les titres de votre édition. La 18e journée mondiale contre le travail des enfants a été célébrée par le ministère du Travail et de la fonction publique et l'ONG Educo ce jour, mardi 17 décembre 2019. La substance de cette célébration vous sera livrée au cours de ce journal. Les fêtes de fin d'année, notamment celles de Noël, approchent à grands pas, non pas sans le lot habituel de difficultés parmi lesquelles la morosité économique qui influe considérablement sur les mouvements de vente et d'achat de jouets sur le terrain. Et ce, malgré la diminution des prix de ces articles, une équipe de la rédaction a fait le tour de quelques stands de jouets à Cotonou. Et puis on en parle toujours, il s'agit de la subvention de la hausse du prix d'électricité engendrée par les réformes au niveau de la Société d'énergie électrique du Bénin, FBE. Vous suivrez justement dans quelques instants les éclairages du ministre Alain Orunla à ce propos. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman. Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? Merci, papa. À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. À l'occasion de la célébration différée de la 18e journée mondiale contre le travail des enfants, le ministère du Travail et de la fonction publique en partenariat avec l'ONG Educo a procédé ce mardi 17 décembre à la remise de prix aux maîtres artisans champions des enfants. L'objectif de cette activité est de stimuler chez les maîtres artisans l'élan de protection et du respect de la dignité du droit des enfants au travail. L'objectif visé par cette activité est de stimuler chez les maîtres artisans l'élan de protection et du respect de la dignité du droit des enfants au travail. Il s'agit donc de créer, à travers cette manifestation, une sélection nationale, des conditions d'une saine émulation chez les enfants, chez les artisans du moins, de manière à induire une mobilisation générale des acteurs, à mieux prendre en compte les prérogatives des enfants apprentis sur leur lieu de travail. Mesdames et messieurs, cette activité est programmée conformément aux actions retenues par le gouvernement dans le plan d'action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants sur la période 2019-2023 et en lien avec les recommandations de la récente déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail adoptée à Genève le 21 juin 2019 lors de la 108e session de la Conférence internationale du travail. Dans cette déclaration, en effet, l'OIT met l'accent sur le développement des compétences en emploi comme l'un des leviers clés pour un avenir du travail centré sur le capital humain. C'est donc pour faire écho de cette déclaration que mon département ministériel a retenu, dans le cadre de la présente célébration, de récompenser les meilleurs artisans respectueux des droits des enfants. Présente à la cérémonie des Oscars des maîtres artisans champions des enfants, la directrice générale du travail Mireille Legba à Dankon est revenue sur les critères de sélection des récipiendaires qui ont été retenus. L'organisation de cette 18e édition revêt un caractère spécial en ce sens qu'elle s'intéresse à une catégorie particulière d'enfants, notamment les enfants en situation d'apprentissage. Pour apprécier les conditions d'apprentissage de ces enfants, il a fallu mener des contrôles dans les ateliers de couture et de coiffure à partir d'équipes mixtes composées d'inspecteurs du travail et de représentants des maîtres artisans déployés sur toute l'étendue du territoire national au cours de la période
septembre à octobre 2019. Au total, 204 centres d'apprentissage ont fait l'objet de contrôle sur les conditions de travail. Il s'agissait pour les équipes de contrôle d'apprécier le niveau d'appropriation des tests législatifs et réglementaires par les maîtres artisans après les nombreuses séances de sensibilisation organisées en leur intention. Ainsi, les irrégularités notées portent sur le non-respect de l'âge minimum, le défaut d'hygiène, le harcèlement sexuel, le manque de repos, les services corporels, l'exposition à des risques physiques, chimiques, psychosociaux, le non-accomplissement des formalités d'établissement et de visa des contrats d'apprentissage. Au terme de la mission de contrôle, il se révèle que d'importants défis restent encore à être relevés pour parvenir à des conditions de travail acceptables pour les enfants. Néanmoins, des efforts sont accomplis par certains artisans en ce qui concerne le respect des normes en matière d'apprentissage. C'est donc pour saluer ces efforts que 24 maîtres artisans responsables d'ateliers de couture et de coiffure à raison de 2 par métier et par département ont été sélectionnés pour recevoir aujourd'hui des prix. Les lauréats de ce jour vont bénéficier de lot de matériel de travail constitué de machines à coudre, de machines à broder, de machines à surfiler, de séchoirs à pied, de casse à vapeur, de séchoirs à main et de lave-tête. Le coût d'une valeur de 6 millions de francs CFA, entièrement financé par le budget national. Faciliter les achats d'articles de Noël et de jouets aux parents béninois est l'une des motivations de la diminution de leur prix. Mais c'est sans compter avec la morosité économique qui ne permet pas aux parents de réagir comme cela se doit. C'est une situation qui n'avantage guère les vendeurs de jouets. Voici le constat avec notre envoyé Jacques Maouillon d'Almeida. Bon, comparativement à d'autres stands, moi je trouve que les prix pratiqués ici sont à la hauteur de la clientèle. C'est des articles originaux et avec des prix abordables. Moi je viens de prendre un jouet, donc ce prix ne me pèse pas trop. Je pense que pour le Béninois lambda, c'est un prix abordable. Puisque c'est une fois l'an que cela arrive, c'est quand même normal que les parents puissent faire plaisir à son enfant en choisissant un cadeau de qualité. Lorsque je parcours plusieurs stands, je vois qu'au niveau du CPA, les prix sont vraiment abordables. Et tout Béninois peut venir ici pour se procurer le jouet qu'il veut. Donc les prix ne sont pas mal quand même. Ne sont pas mal. Malgré que le temps est difficile, mais bon, si on fait un tour, on peut trouver ce qu'on veut. C'est pas trop bon pour les enfants parce que nous ne savons pas ces jouets-là sont fabriqués avec quoi. Donc c'est en fonction du prix au fait. Donc si je compare le prix avec la qualité, bon, c'est un peu mitigé quand même. Par exemple, j'ai un enfant de 6 ans, un garçon. Un garçon de 6 ans, je ne peux pas dire que je vais acheter un fusil pour mon enfant. Qu'est-ce que ça va lui donner? Rien. Je préfère lui acheter un piano, et un piano ou bien le Scrabble, ou bien, je sais pas, des jeux instructifs qui vont lui permettre de développer sa manière de voir les choses dans la vie. La subvention de la hausse du prix d'électricité engendrée par les réformes au niveau de la Société d'énergie électrique du Bénin apparaît comme un acte de haute portée sociale posé par le gouvernement de Patrice Talon.
Partageant les peines des populations, le gouvernement béninois a décidé de mettre en place une subvention au profit de cette dernière en payant la différence de prix engendrée par le nouveau plan tarifaire qui tient son origine des frais payés contre les réformes. Un nouveau plan tarifaire logiquement indispensable après certaines études menées afin de permettre à la SV2E de fournir à ses clients de l'énergie en qualité de façon continue et surtout de garantir son équilibre financier. Pour plus de détails et d'explications, je vous invite à suivre le ministre de la Communication et des Postes et porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Je voudrais d'abord préciser que le gouvernement travaille à l'amélioration du circuit de distribution et de fourniture de l'énergie électrique, une énergie de qualité. C'est un travail qui n'est pas facile, mais qui se fait et que le gouvernement s'oblige à faire dans l'intérêt des populations. Il y a la vétusté du dispositif, du matériel, il faut corriger tout cela. Il y a des problèmes de gestion qui obligent à une révision des tarifs, c'est-à-dire même un réajustement des tarifs. Que s'est-il passé? Ces réajustements que nous ne pouvons pas contrôler, qui s'imposent par la rentabilité de la gestion, ont été maintenus en l'état alors que ces tarifs auraient dû augmenter depuis 2 ans. Aujourd'hui, la chose est devenue impérative, inéluctable. Donc, les tarifs sont augmentés. Mais là où le gouvernement intervient, c'est que, soucieux des difficultés des populations, le gouvernement décide de prendre en charge le coût supplémentaire résultant de cette augmentation de tarifs. Le gouvernement prend ça à sa charge, de sorte que les usagers, les consommateurs n'auront pas à subir l'impact de cette augmentation tarifaire. Donc il s'agit d'une intervention visible, salutaire et contrôlable. Concrètement, il n'y aura pas 1 centime de plus par rapport à la consommation de ce qui se faisait hier et de ce qui se fera jusqu'à l'an prochain. Après, on étudiera les possibilités d'une subvention, je dirais, ciblée, c'est-à-dire une subvention à l'endroit, par exemple, des couches les plus vulnérables ou des couches qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers. On peut décider, c'est un exemple, c'est pas ce qui sera arrêté, de subventionner en fonction des tranches le coût de l'électricité. On peut décider aussi de subventionner les industries qui ont besoin de beaucoup d'énergie, mais que l'on doit rendre productives, qu'on doit rendre compétitives, on peut décider. Le gouvernement ne s'est pas encore arrêté, mais toujours est-il que cela est envisagé, c'est-à-dire une politique de subvention ciblée. Tout ceci démontre que le gouvernement est soucieux de la poche de nos compatriotes et que les mesures de subvention qui sont d'ores et déjà décidées impactent positivement sur les finances de nos compatriotes qui ne subiront aucun coût supplémentaire en dépit du réajustement des tarifs de l'énergie électrique. Dans le cadre de la rentrée académique 2019-2020, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a initié une activité baptisée « Rentrée sociale des centres universitaires de Porto-Novo, de Sakété et de Kétou ». Une activité qui s'inscrit dans la dynamique d'aller au contact des étudiants de ces différents campus précités afin de s'enquérir directement et ceux de vive voix des différentes difficultés sociales auxquelles sont confrontés ces derniers. Lors d'une présentation, la DECOUS a eu à présenter les difficultés qui embêtent COUS dans sa mission. C'était pour elle l'aubaine d'exposer les perspectives du Centre des œuvres universitaires et sociales pour le compte de l'année 2020. Je vous invite à suivre la directrice Ghislaine Claude Fagbourou au micro d'Abdel Kader Achiro. Insuffisance du personnel, il y a des recrutements qui sont en cours. Coupure intempestive d'eau et d'électricité. Ça, c'est indépendant de notre volonté, mais nous faisons l'effort d'acheter des groupes électrogènes. Nous avons commencé à en acheter pour l'administration et au fur et à mesure, nous allons l'étendre aux résidences. Faire pression de l'eau, au niveau des intendances, il y a eu la réalisation de forages, la dégradation avancée de certains bâtiments et d'un bon nombre de cabines. Il y a la réhabilitation des bâtiments et des cabines dans les intendances.
insuffisant du nombre de bus pour couvrir la demande. Et nous sommes en pourparlers avec une ONG italienne et nous recherchons des partenariats pour avoir des dons de bus pour mieux assurer la couverture. Défis et perspectives. Les perspectives sont nombreuses et à la hauteur des ambitions. Le COUS voudrait également compter sur des partenariats publics et privés pour atteindre ces ambitions. Donc nous avons commencé avec le FNUAP. Nous sommes en train de négocier avec une ONG italienne et nous allons continuer. Nous avions commencé également des négociations avec MOVE. Nous allons continuer pour améliorer nos prestations parce que l'État ne peut pas tout faire. Il y a également dans les perspectives l'ouverture des œuvres aux prestataires privés pour une meilleure offre de services à la communauté universitaire en général et aux étudiants en particulier. Et l'extension des prestations aux centres universitaires qui n'en bénéficient pas, notamment nous avons aujourd'hui, il y a Achra, il y a Sakete, Ketu, Dassa, qui ne bénéficient pas encore et nous allons faire l'effort pour qu'en 2020, les œuvres universitaires soient une réalité dans ces centres-là. Voici à présent la page sport de votre édition. La Fédération béninoise de lutte a initié ce lundi les journalistes reporters sportifs aux terminologies de ce sport de combat. Cette formation assurée par Didier Sauvert, président de l'Union francophone des fédérations de lutte, et son directeur technique Christian Danga, entouré du directeur technique national Afo Daoudou Yakoubou, vise à permettre une meilleure couverture des compétitions de lutte au Bénin. Ils sont désormais outillés pour mieux commenter, analyser et rendre compte d'un combat de lutte. Une quinzaine de journalistes sportifs béninois sont allés à l'école du jargon de ce sport de combat. Dans une démarche participative et illustrative, les experts ont expliqué aux participants les différents types de lutte et leurs particularités. Déjà, les formes de lutte qui sont reconnues mondialement et officiellement et les formes de lutte qui sont inscrites au programme des Jeux Olympiques, c'est d'abord la lutte libre, la lutte gréco-romaine. Et là, maintenant, nous, sur le continent, nous pratiquons la lutte africaine. C'est que chaque pays a sa lutte traditionnelle. Et cette lutte-là a été donc harmonisée, codifiée. À l'issue de ça, nous avons fait sortir ce qu'on appelle la lutte africaine. C'est par catégorie 66 kg, 76 kg, 86 kg, 100 et 120 kg. Partant de ces explications, les participants ont été entretenus sur les règles de jeu, le rôle des juges arbitres et le système de pointage lors d'un combat. Nous avons eu la possibilité de connaître par exemple aujourd'hui le nombre de juges arbitres par exemple qui officient lors d'une prestation de lutte. Et il faut quand même dire que cette formation a ne serait-ce que rehaussé notre niveau par rapport à quelque chose que nous avions l'habitude de voir. Et en phase pratique, nous avons eu la possibilité de voir des vidéos que nous avions nous-mêmes essayé de décrypter. Ne serait-ce que quelques confrères ont essayé de commenter. Voilà. Il faut dire que les formateurs, c'est quand même de nous donner quelques éléments pour quand même commenter la lutte. C'est vrai que cette séance seule ne peut pas nous permettre de tout connaître, mais au fur et à mesure que la fédération va nous appeler pour ce genre d'initiative, je crois que ce sera la bienvenue. Le confrère Abdul Fattah Sani peut déjà se rassurer. La fédération s'engage à partir de cette initiation à œuvrer à la spécialisation des reporters sportifs béninois en lutte. La formation que nous avons eue ce matin va continuer. C'est déjà inscrit dans notre plan d'action de l'année 2020. Donc au cours de l'année 2020, il y aura une formation du genre encore avec plus de journalistes. Et chaque année, nous allons en faire parce qu'il est question d'avoir des journalistes sportifs capables de commenter les combats, de commenter les compétitions de lutte, comme vous en faites avec le football. La politique de la promotion de la pratique de la lutte au Bénin veut donc s'appuyer sur une meilleure couverture médiatique des compétitions avec la maîtrise des terminologies. Une démarche que salue le patron de l'Union francophone des fédérations de lutte. Je trouve que c'est une magnifique démarche. Donc deux axes, le développement de la pratique, et faire briller son pays, c'est ce qui importe aussi de manière forte, vous le savez, parce qu'à partir de là, si vous en parlez, et c'est bon pour nous, notre sport.
plus on communique, d'où je trouve très intéressant cette démarche de formation ici, plus vous nous aidez à communiquer, plus vous aidez à donner une image. C'est dire que la lutte béninoise a de beaux jours devant elle. Ce sera tout pour cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis et merci à l'ensemble de l'équipe pour la préparation du journal. Merci à chacun et à tous.